Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h17, je suis avec Claire Vaizan, la directrice générale d'Engie par intérim. Bonjour Claire Vaizan, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Christophe Jacubizine. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je dis par intérim parce que vous avez eu le courage de reprendre le flambeau, le temps de trouver une nouvelle directrice générale. Ça a pris quelques mois. Juste quand même, vous n'êtes pas trop déçu de devoir rendre le flambeau? Alors pas du tout, Bon. pas du tout, on s'en parlait tout à l'heure, pas du tout. Moi j'ai vraiment fait cet intérim dans l'optique de servir l'entreprise pendant ces mois, qui étaient des mois de transition. Bah oui. Je suis très heureuse de l'avoir fait, très belle entreprise. L'entreprise a bien fonctionné en 2020, dans un contexte difficile, et on pourra y revenir. On va en parler. Et aujourd'hui très heureuse de passer les rênes à Catherine MacGregor, Bah oui. ce qui fait une transition entre femmes. Donc pendant toute cette période, Engie aura été dirigée par une femme. Et donc vous allez Et c'est une redevenir, satisfaction. vous, et secrétaire générale et directrice générale adjointe? Je vais reprendre des fonctions dans Engie qui seront des fonctions différentes, mais qui me permettront de continuer à exercer tout mon rôle dans l'entreprise. Plus de stratégie peut-être? On verra. Bon, c'est pas encore annoncé. Ben non, ça n'est pas encore annoncé. C'est Bon. à Catherine d'organiser son équipe. Bon, en tout cas, Claire Vaizan, effectivement, année comme tous les grands groupes, absolument incroyable sur le plan du business. Vous aviez, il y a quelques semaines, annoncé votre objectif de résultat opérationnel courant entre 4,2 et 4,4 milliards d'euros. C'est toujours d'actualité malgré le deuxième confinement? C'est toujours d'actualité. La bonne nouvelle de ce deuxième confinement, c'est qu'il nous touche beaucoup moins que le premier. C'est vrai pour Engie, c'est vrai pour l'économie française. Le premier confinement a mis toute une partie de l'économie à l'arrêt, notamment tout ce qui était BTP. Et nos services en ont beaucoup souffert, notre fourniture d'énergie aussi. Le deuxième confinement, ça n'a rien à voir. On a aujourd'hui plus de 90% de nos salariés qui travaillent en France. On était tombé à un tout petit peu plus de 50 au premier confinement. Donc vous avez quasiment fonctionné normalement? On fonctionne quasiment normalement. Très peu d'activités à l'arrêt. Et accessoirement, enfin pas accessoirement du tout d'ailleurs, et de manière importante, on sait maintenant fonctionner avec le Covid. Le premier confinement, on avait eu un peu de difficulté, de temps pour trouver les masques. Maintenant, c'est chose naturelle. Les salariés sont équipés, travaillent et de manière sûre, et l'activité est là. Je rappelle que Engie, c'est 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et combien de salariés aujourd'hui? 60 milliards de chiffre d'affaires, 170 000 salariés dans le monde, un peu plus de 70 000 en France. Alors je voulais vous inviter ce matin parce qu'on était un peu surpris ici, dans la matinale, par ces annonces gouvernementales sur le gaz naturel. Interdiction dans les logements, dans les maisons individuelles à partir de 2021. Interdiction dans le logement collectif d'installer des chaudières à gaz. Évidemment, vous êtes le premier fournisseur de gaz en France. Moi, je croyais que le gaz naturel était beaucoup moins polluant que les autres énergies, enfin, en tout cas les énergies fossiles. C'est vrai que l'électrique, s'il est nucléaire, ne pollue pas du tout, mais à court terme, on n'est pas sûr d'avoir toutes les capacités électriques pour avoir une énergie propre. Oui, vous avez tout à fait raison. Le gaz aujourd'hui, c'est une énergie qui est disponible, qui est stockable et qui est une énergie de chauffage qui est extrêmement efficace. Donc, d'ailleurs, en France, sur les 28 millions de logements, il y a aujourd'hui 11 millions de logements qui sont chauffés au gaz. Ces logements vont continuer à être chauffés au gaz. La question, c'est qu'est-ce qui se passe demain? Ah oui, la question, c'est est-ce que je vais acheter un appartement, je vais rénover ma maison, est-ce que surtout je ne prends plus de gaz? Alors, surtout pas. Surtout pas. Aujourd'hui, le gaz, c'est une solution performante et surtout, c'est une solution qui est en train de se verdir. Nous, chez Engie, on développe des projets qui sont des projets dans les territoires, des projets de biométhane. Vous voyez peut-être de temps en temps ces grosses cuves près des exploitations agricoles. Ce sont des cuves qui produisent du gaz. Et ce gaz, c'est du gaz 100% naturel qui est injecté dans le réseau. On a la conviction que le gaz va se verdir par le biométhane ou par l'hydrogène vert pour d'autres usages. Ça reprend combien de pourcentage du gaz aujourd'hui? Alors aujourd'hui très peu, aujourd'hui 1%, mais il y a un vrai potentiel, il y a beaucoup de projets, à vrai dire, il y a plus de projets que de moyens budgétaires disponibles. Et donc parmi nos manières de développer cette activité de biométhane qui est importante pour les territoires, il y a justement le fait de coupler ce biométhane à du logement neuf. Nous avons des projets, un projet qui s'appelle Métaneuf qui permet à un promoteur immobilier de décider qu'il va chauffer un bâtiment neuf au gaz et de s'alimenter en biométhane qui est complètement vert. Mais est-ce que ça vous aurez des exonérations parce que la réglementation s'applique au gaz? Est-ce qu'elle spécifie qu'on ne pourra plus raccorder des logements collectifs
au gaz, sauf s'il est d'origine effectivement végétale? Alors, on n'en est pas là. Hein. Les textes viennent d'être mis en consultation. Donc, nous allons débattre avec le gouvernement. Nous allons échanger. Donc, nous avons la certitude que le biométhane a toute sa place et que le gaz qui se verdit de plus en plus avec le biométhane a sa place. Nous avons aussi la certitude qu'il faut être ouvert à d'autres solutions que l'électrique. Hein. Je pense aux pompes à chaleur hybrides. Je pense aux réseaux de chaleur qui ont été très développés par les collectivités. Les réseaux de chaleur doivent pouvoir continuer à alimenter des logements avec des boucles d'eau chaude. C'est une solution performante. Et puis, vous aviez raison de dire, ça évite de tirer sur le réseau électrique. Parce que le réseau électrique en France, hein, vous en avez conscience et on en a conscience. Je suis sûre que vous en avez parlé ici sur BFM Business. Un jour d'hiver, les capacités sont très tendues. Et en particulier cette année. On actionne les centrales à charbon, par exemple, ou à gaz, qui sont plus polluantes, effectivement, que les centrales nucléaires, en tout cas en termes d'émissions de CO2. Oui, alors effectivement, un jour d'hiver en France, hein, on produit de l'électricité par tous les moyens disponibles en France, et on se retrouve même à importer de l'électricité produite par des centrales à charbon chez nos voisins. Mais alors Claire Vaison, expliquez-moi, parce qu'on nous a dit, mais oui, mais tout ça c'est une sorte de lobbying entre le lobby électrique, le lobby gazier, et finalement, alternativement, c'est le lobby gazier qui l'emporte. Cette fois-ci, c'est le lobby électrique qui l'a emporté, EDF, parce qu'il va falloir trouver des débouchés pour les nouveaux EPR. 6 EPR a annoncé Emmanuel Macron. Il faudra bien que cette électricité, on puisse la vendre aux consommateurs, et donc on interdit les chaudières à gaz. C'est trop simpliste comme raisonnement, ou il y a un peu de vrai? Alors moi je n'entre pas dans la polémique sur électricité versus gaz. Ce que je dis, c'est une chose. Pour qu'on ait un système qui soit résilient et un système qui nous assure de faire la transition énergétique, donc de réussir à décarboner notre économie et le faire à bon prix, hein, de manière compétitive pour l'économie française, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un message simple. Donc, il faut un mix d'énergie. L'électricité a toute sa place, le gaz qui se verdit aussi, les réseaux de chaleur aussi. Il faut une vision ouverte des solutions qui permettent la transition énergétique. Sinon, on va se retrouver dans des solutions qui sont trop chères pour les ménages, trop chères pour les collectivités. Donc, gardons sur ces sujets énergétiques une vision large. Vous êtes dans un secteur, hein, je le dis parce que c'est parfois pas bien réalisé, vous êtes dans un secteur, le secteur énergétique, où les prix des énergies varient très vite. Le photovoltaïque a été divisé par 10 en 10 ans. L'éolien a baissé de 60%. Dans le même temps, le nucléaire a augmenté. Donc, les énergies vertes, elles vont devenir de moins en moins chères. Ça va être vrai aussi pour les biogaz. Ça va devenir des solutions compétitives. Donc, gardons une capacité à alimenter de manière large, par différentes énergies, les logements en France. En même temps, Engie, vous êtes a priori neutre sur le plan des énergies, puisque vous distribuez aussi l'électricité. Vous avez raison, nous sommes... Alors, le gaz est dans l'ADN du groupe, donc le gaz reste important pour nous, nous avons les infrastructures associées, mais vous avez raison de dire que nous sommes sur l'ensemble de la palette. En France, nous sommes le premier développeur d'éolien et de solaire. Donc, effectivement, intéressé par l'ensemble des énergies et convaincu que c'est un mix équilibré qui permet demain à la France d'être compétitive et décarbonée. Alors, Engie, l'actualité d'Engie cette année, c'est évidemment la vente de votre participation dans Suez à Veolia. Quand on voit comment les deux mariés se débrouillent en ce moment devant les tribunaux, on se dit que ce rapprochement entre Veolia et Suez ne sera pas une partie de plaisir. Est-ce que vous n'avez pas de regret d'avoir marié comme ça deux entreprises qui apparemment, pour l'instant, ne peuvent pas s'entendre? Alors, l'actualité pour Engie, hein, si je peux prendre un tout petit peu de recul, ça a été d'abord la crise du Covid, ça a été aussi des nouvelles orientations stratégiques. Et je dis ça parce que c'est important pour comprendre dans quel contexte cette vente s'inscrit. C'est vrai. Nous avons décidé cet été, en juillet, de nous recentrer sur deux grandes priorités qui sont liées à la transition énergétique, les énergies renouvelables d'un côté, les infrastructures au sens large, y compris réseau de chaleur, réseau de froid, cogénération. Pour ça, il fallait examiner l'ensemble des activités du groupe et regarder les activités qui étaient moins directement liées. C'était le cas de la participation qu'on avait dans Suez. La participation qu'on avait dans Suez, elle immobilisait un peu plus de 3 milliards de capital. Vous avez vu que nous l'avons vendu pour 3,4 milliards, pour 29,9% des actions de Suez. Ces 3,4 milliards étaient immobilisés dans une activité qui finalement était peu synergique avec le reste du groupe. Le traitement des eaux et des déchets. Le traitement des eaux et des déchets quand nous sommes un groupe centré sur l'énergie, les énergies, toutes les énergies. Donc on a eu le sentiment que cette participation avait vocation à être vendue. Nous avons reçu une offre, celle de Veolia. Moi, ce que j'espère vraiment de tout cœur à ce stade, c'est qu'effectivement, les deux entreprises vont renouer le dialogue, Suez et Veolia. C'est mal parti, hein.
J'espère je suis persuadée qu'il y a la place pour le dialogue. J'espère qu'il va se nouer dans les semaines et dans les mois qui viennent pour réussir, in fine, à faire un grand acteur pour l'économie française. À votre place, il y a quelques jours, j'avais Thierry Déault, le patron de Meridiam, qui regrettait de cette image que ça donnait du capitalisme français. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, moi je regrette qu'on soit effectivement à un stade de grande tension entre deux très belles entreprises françaises. Je crois qu'il faut réussir à en sortir dans l'intérêt de l'activité, des emplois en France. Et j'espère que c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Alors, votre programme de cession d'actifs n'est pas terminé. L'autre objectif, c'est de céder la branche service, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70 000 salariés. Vous êtes en train de l'isoler. C'est quoi l'objectif à moyen et long terme? La cession, elle doit intervenir quand? Alors, sur la partie des services du groupe. Donc les services dans le groupe Engie, c'est beaucoup de salariés. Nous sommes 170 000, on le disait tout à l'heure. Sur les 170 000, il y en a un peu plus de 100 000, 110 000 qui sont dans les services. Ouais. Parmi ces salariés dans les services et parmi les activités de services dans le groupe Engie, il y en a de deux types. Il y a des activités qui sont très liées à la transition énergétique. Celles-là, elles ont vocation à être au cœur du groupe. Bien sûr. Je pense en particulier à ce que nous faisons pour décarboner les collectivités, décarboner les entreprises. Nous venons de signer un très beau contrat avec la région Centre Val de Loire pour décarboner 62 lycées. Ce type d'activité, on fait baisser de 30% la consommation, de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Ce type d'activité est central pour le groupe Engie. On va le garder. Et puis, il y a d'autres activités qui sont des très belles activités de service, sur lesquelles il y a des très belles technologies dans le groupe Engie. On est, par exemple, leader du froid en France. On a aussi des très belles activités d'installation, de maintenance, sur toute une série de services qu'on appelle les services multitechniques. Donc, ce sont des très belles activités, mais elles sont plus loin de la transition énergétique. Et nous avons la conviction que demain, en étant gérées de manière autonome, ce seront des activités plus amènes de se développer. Donc vous ne cherchez pas à les vendre, mais vous cherchez à les rendre autonomes. Donc ce que nous cherchons effectivement, c'est dans un premier temps les rendre autonomes, constituer une entité cohérente qui sera d'abord dans le groupe Engie et ensuite son actionnariat aura vocation à évoluer. L'idée, c'est de le vendre à un opérateur tiers ou bien de constituer un tour de table qui en fasse une entreprise indépendante? Toutes les options sont possibles, mais vraiment la première étape, c'est de constituer l'entité indépendante et de le faire dans le dialogue social. Je redis, il y a beaucoup de salariés dans les services, un peu plus de 70 000 dans la nouvelle entité. Les salariés du groupe Engie, il n'y a pas de nom à ce stade. Les salariés du groupe Engie sont des deux côtés, donc c'est vraiment notre devoir de réussir à créer deux belles entreprises, et c'est ça le projet. Voilà, le prochain projet de cession d'actifs. Merci beaucoup Claire Vaison, directrice générale d'Engie par intérim, d'avoir été avec nous sur ce plateau.